Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Donner naissance, ce n'est pas simplement mettre un enfant au monde, c'est aussi se sentir pleinement à sa place. Angie a accueilli ses 2 premiers enfants à l'hôpital avec le désir d'un accouchement physiologique. Pourtant, malgré ses intentions, elle ressort avec le sentiment de ne pas avoir réellement vécu le moment comme elle l'aurait souhaité. Pour sa 3e grossesse, elle décide de prendre les rênes. Malgré un diabète gestationnel, elle parvient à maintenir son projet et à être accompagnée en maison de naissance. Entourée d'une petite équipe de sages-femmes et soutenue par son conjoint, elle s'offre cette fois une naissance en pleine confiance et en pleine conscience, exactement comme elle l'avait rêvé. Quelques heures plus tard, Angie, son compagnon et leur bébé rentrent chez eux. Malgré les appréhensions initiales de son partenaire, le soutien indéfectible des sages-femmes lui permettra de repartir serein et confiant pour démarrer très vite cette vie à 5. Aujourd'hui, Angie nous raconte son histoire. Bonjour Angie. Bonjour. Bonjour Angie, bienvenue dans notre podcast. Bonjour. On te remercie de nous faire confiance pour recueillir ton histoire de maternité aujourd'hui. Merci à vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Alors oui, je m'appelle Angie, j'ai 35 ans. J'habite là actuellement dans les Hautes-Pyrénées, mais quand j'ai accouché en maison de naissance, j'étais à La Réunion. Je suis maman au foyer depuis 5 ans. À côté de ça, là, je viens de me mettre en auto-entrepreneur. J'aime bien tout ce qui est loisirs créatifs. Et ma famille, du coup, se compose de mon conjoint, avec qui je suis depuis 12 ans. Notre fille qui est née, qui a 11 ans. Mon premier garçon qui a 7 ans. Et mon petit dernier qui vient d'avoir 4 ans. Est-ce que tu peux nous dire de quelle maison de naissance tu vas nous parler aujourd'hui ? Du coup, de la seule, je pense, à La Réunion, c'est Manao. Effectivement, c'est la seule. Et bien sûr, comme à toutes nos invités, on va te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Alors, pour moi, une maison de naissance, c'est un lieu d'accueil et de suivi de la grossesse où tu peux accoucher de manière physiologique. Et surtout, moi, ce que j'avais retenu, pour moi, le plus important, c'est sans rien de médical, dans le sens pas de péridurale, etc. Et c'est ce que je voulais vraiment, quoi. Tu nous raconteras tout ça. En tout cas, on est heureuse de t'accueillir à notre micro aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on attendait cette interview. Ouais. Tu es l'une des 3 invitées qu'on a choisies pour illustrer notre thématique du mois qui est accoucher dans une même maison de naissance mais avec un suivi personnalisé. À travers vos 3 parcours très différents, on comprend que si la maison de naissance offre un cadre rassurant et chaleureux, c'est surtout la qualité du suivi global, adapté notamment à chacune, qui façonne profondément l'expérience que vous pouvez vivre. À travers ton regard, du coup, on va continuer de montrer combien chaque naissance est unique, même dans un même lieu. Et donc du coup, pour commencer, on va revenir un petit peu sur tes premiers accouchements et comment tu as vécu les 2 premiers accouchements. Donc tu disais que tu avais une fille de 11 ans, un fils de 7 ans, qui, d'après les échanges qu'on a eus par mail, ont eu lieu dans des hôpitaux ou peut-être des cliniques, en tout cas hors maison de naissance. Ouais. On est curieuse du coup de savoir en quelques mots quelles ont été les circonstances globales et comment tu as cheminé depuis, qu'est-ce qui t'a amené à évoluer et à t'orienter vers une maison de naissance pour ton 3e accouchement. Alors, pour ma première, du coup, quand j'ai accouché, j'avais 24 ans. Donc, j'étais vraiment un bébé. Et à l'époque, c'était en 2014. Pour moi, c'était... on a accouché que dans des hôpitaux, en fait. Ouais. Donc, j'ai pris l'hôpital de niveau 3 juste à côté de chez moi, dont je dépendais. Ça s'est bien passé.
je trouve qu'on m'a un petit peu infantilisée. Je me rappelle être arrivée le matin à 7h en disant, mon corps sent que c'est aujourd'hui. Ah, mais vous dites n'importe quoi. Je suis à 7h du matin. Vous dites n'importe quoi. Ça sera pas pour aujourd'hui, je vous le garantis. Et j'ai passé la journée à souffrir chez ma mère qui m'a dit reste à la maison le plus longtemps possible. De toute manière, l'hôpital, vaut mieux y aller en gros au dernier moment. Et donc j'y suis arrivée, je crois qu'il devait être 21h et j'ai accouché à 22h30. J'ai demandé la péridurale. Ouais, c'était très rapide. J'ai demandé la péridurale. On m'avait prévenu avant la préparation, surtout n'appuyez pas trop. C'était les péridurales qu'on dosait nous-mêmes. Je sais pas si ça se fait toujours. Oui, ça se fait toujours. N'appuyez pas trop parce que sinon vous allez avoir les jambes paralysées, vous n'y arrivez plus. Donc j'ai appuyé une fois, j'ai fait 3 poussées, on m'a dit tendez les mains, j'ai attrapé ma fille, elle était sur moi, voilà. L'accouchement. Alors moi je dis classique, mais toutes mes amies me disent mais attends, mais pour un premier accouchement, enfin c'était royal. Bon, ok. Ensuite, donc c'était en région parisienne. Mon deuxième c'était en 2018, du coup en Alsace. On dépendait aussi d'un hôpital, mais c'était pas une clinique, c'était un pôle en fait qui s'occupait vraiment de tout ce qui est lié à la maternité, à la conception, aux accouchements, etc. C'était pas collé à l'hôpital, et ça a été une pas très bonne expérience, on va dire. C'est pareil, je vais à l'hôpital vers 14h. Je vais là-bas vers 14h. J'avais dit que je voulais pas de péridurale pour celui-ci, donc je vais dans une baignoire vers 15h, 16h. Je dis à mon conjoint que j'en peux plus, qu'il me faut la péridurale. Et il me rappelle, oui, mais t'avais dit que, oui, mais bon, là, je te le dis, je la veux. Donc, on arrive, ils appellent l'anesthésiste. J'avais pas eu un très bon feeling avec lui, mais bon, voilà. Et on y va. Et la sage-femme que j'avais était adorable. Elle voyait que je souffrais. Il a dû s'y reprendre à 3 fois, en fait, pour me faire l'anesthésie. Et il s'est énervé. C'était en pleine journée, mais je pense que, bon, je le dérangeais. Et au bout de la 3e fois, c'était bon. Donc, on me dit que ça va faire effet dans les 5-10 minutes. Et la sage-femme me dit, en fait, je vois ses cheveux. Donc non, là faut pousser. J'ai poussé, je l'ai senti. J'aurais été capable finalement d'accoucher sans la péridurale. Je suis retournée en chambre tranquillement, debout. Je poussais mon fils, et en fait le soir même, j'ai été prise de violentes migraines, et c'était affreux, hein. Je pouvais même pas voir la lumière du jour, je savais même pas ce que c'était des migraines avant. On s'est rendu compte qu'il y avait une brèche, en fait. C'est ma sage-femme libérale, quand je suis rentrée à la maison, qui m'a dit c'est pas normal, il y a un souci. Elle a rappelé là-bas en disant qu'il devait sûrement y avoir une brèche. Donc je suis retournée au bloc avec un interne qui m'a colmaté la brèche, et ce fameux anesthésiste qui n'a pas été très agréable, mais ça m'a en gros, quand j'ai eu cet accouchement-là, enfin j'ai eu les suites de cet accouchement, j'ai dit que c'était fini en fait. Si je devais avoir un enfant, c'était hors de question de retourner à l'hôpital, d'avoir une péridurale, enfin c'était hors de question, parce que j'ai vraiment cru que ça se terminerait pas, quoi. C'était des douleurs affreuses. Donc j'ai dit c'était fini. Je comprends. Je me demandais, quand tu dis c'est ta sage-femme libérale qui s'en est aperçue quand t'es rentrée chez toi aux 3 jours entre guillemets standards? Ah oui, oui. En fait, ils m'ont, si tu veux, moi j'ai dit que j'avais des violentes migraines, j'étais dans le noir. Ils m'ont donné des médicaments assez forts qui ont fait en plus que il y a eu des soucis par rapport à ma montée de lait, parce que j'avais précisé que je voulais allaiter cet enfant, qui a eu du mal avec la montée de lait. Ils m'ont dit que ça allait passer. Mais à aucun moment, j'ai entendu le mot brèche, qu'il y avait eu trop de produits qui étaient rentrés, etc. C'est ma sage-femme, en rentrant, qui est venue me voir. Ils ont pas fait d'examen lié à ça? Non, pas du tout. Ok, surprenant. Compliqué, ouais. Oui, je comprends. C'est un peu dommage du coup que ça ait dû attendre 3 jours pour être détecté. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça t'a amené à la non-envie de revivre une péridurale. Ah, c'est ça, c'est ce que j'ai dit à mon conjoint. J'ai dit s'il doit y avoir un 3e. Dans ma tête, moi, je savais déjà, mais bref, que c'était non. Alors, j'avais pas du tout entendu encore parler des maisons de naissance, mais je savais que le jour où je serai enceinte, j'allais chercher une alternative, quitte à accoucher chez moi. Dans ma tête, c'est parce que je savais même pas encore que les maisons de naissance existaient, mais je m'étais dit quand tu seras enceinte, tu chercheras une autre option. Après, il y a aussi les plateaux techniques avec les sages-femmes libérales, ou comme tu dis, l'accouchement à domicile. Ouais. Si c'était il y a 7 ans, de toute façon, ton accouchement, c'était au moment de l'expérimentation. Donc, déjà qu'aujourd'hui, on n'en entend pas beaucoup Ouais, c'est parler. ça. À l'époque, forcément, encore moins. Mm. Et du coup, t'as fait cette recherche au moment de ta 3e grossesse, j'imagine, donc? Oui, alors en fait, j'ai fait cette recherche, on est arrivé à La Réunion en août 2020.
En arrivant là-bas, j'ai vu que j'étais enceinte. Et donc moi j'avais déjà commencé à chercher, c'était tout début, hein, à chercher de mon côté. Malheureusement, j'ai fait une fausse couche mi-septembre. J'étais enceinte, je crois, de presque 2 mois. Et donc j'ai laissé tomber, mais j'étais tombée sur Manao. Donc j'ai eu une sage-femme qui faisait des échographies, qui m'a accompagnée par rapport à cette fausse couche, parce que c'est pareil, je trouve que c'est tabou. Je n'avais jamais entendu parler de tout ça avant. Et je suis tombée enceinte, donc on m'avait dit d'attendre, mais je suis retombée enceinte très rapidement. Donc fin octobre, j'étais déjà fin octobre début novembre à 3 semaines d'aménorrhée. Et donc là, je me suis dit, je recherche, et je suis tombée sur le site internet de Manao. Voilà. Et donc, tu as parlé à ton conjoint de ta recherche avant ou après ou en parallèle? En parallèle, quand on a su que j'étais enceinte, je lui ai dit que clairement, j'accoucherais pas à l'hôpital. Donc lui, il était un peu plus... Alors, il avait totalement confiance en moi parce que, comme il me dit, on en a reparlé même là tout à l'heure, j'ai déjà eu 2 enfants. Pour lui, mes accouchements, c'était comme ça, quoi. Ça allait, pas de souffrance et tout. Donc il me dit le côté pas de péridurale, tout ça, j'ai entièrement confiance en toi. Lui, ce qui lui faisait plus peur, et c'était aussi un point moi qui me donnait encore plus envie, c'est qu'en fait, c'était bien écrit qu'on pouvait rentrer à la maison au bout de 3 heures. Et moi, en fait, il faut savoir que quand on arrive à La Réunion, on connaît personne, que j'ai une fille de 6 ans, un garçon de 2 ans et demi, et qu'il est hors de question que je passe 3 jours enfermée à l'hôpital, sans famille, parce que 11 000 kilomètres. Donc moi, c'était un point positif plus pour encore plus accoucher là-bas, quoi. Et lui, c'est ce qui lui faisait peur, le retour au bout de 3 heures. Oui. Après, j'imagine que vous avez été à une réunion d'information ou que vous avez eu un rendez-vous sage-femme qui a Ouais. pu du coup très probablement le rassurer. Comment il a réagi? Comment il a posé ses questions? Alors, mais ça l'a pas quitté de toute la grossesse, ça l'a pas quitté cette Ah peur, ouais? je sais pas. Ouais, et là on en parlait encore tout à l'heure. Pourtant, on a une sage-femme, on a été à la réunion d'information. Donc à la réunion d'information, tu as 2 sages-femmes parce que voilà, ce sera soit l'une soit l'autre selon leur planning qui sera là le jour J. Donc la réunion d'information, c'était collectif, donc il a pas posé de questions parce qu'il préfère faire ça à un rendez-vous. Et on en a parlé et elle nous avait dit vous pouvez rentrer à partir de 3 heures. Mais si vous voulez rester plus longtemps, il y a pas de souci. Moi, je lui avais dit non, mais je resterai pas plus longtemps, etc. Ça l'a rassurée parce qu'elle lui a dit que voilà, si j'accouchais en pleine nuit, le lendemain à 9 heures du matin, elle était là et qu'ils ne nous laissaient pas sortir s'ils avaient le moindre doute sur l'état de santé du bébé ou le mien. Donc Oui, évidemment. un petit peu rassurée, ouais. Et du coup, tu dis c'est une peur qui ne l'a pas quitté, mais à part ça, vous avez été convaincus dès ce rendez-vous que c'était le bon lieu pour vous? Ah oui, bah déjà le feeling est passé tout de suite avec les 2 sages-femmes. OK. Et puis alors lui il m'avait accompagné pour les 2 enfants, enfin la première surtout, aux réunions de préparation à l'accouchement. Ça l'avait pas, enfin il y était parce qu'il fallait y aller, mais comme il disait ça lui parlait pas plus que ça parce que c'était moi qui était, c'était plus moi au centre des choses. Alors que là, à chaque fois qu'on allait aux réunions, il était inclus, mais vraiment inclus. Elle lui parlait du rôle qu'il allait avoir dans cet accouchement, qu'il allait être important. Enfin, c'est une préparation totalement différente, quoi. OK. Ouais. Et justement, tu parles de ces premiers rendez-vous, mais donc tout au long de la grossesse, il y a le suivi, il y a les consultations mensuelles où on va faire les vérifications médicales pour la hauteur utérine, le poids, les prises de sang éventuelles, et cetera. Et il y a à partir, en général, de 6 mois et demi, 7 mois aussi, les séances de préparation à la naissance qui viennent compléter les consultations. Selon les maisons de naissance, elles font partie intégrante des consultations, ce qui rallonge les consultations. Selon les maisons de naissance, elles sont séparées, parfois en groupe, parfois en individuel. Est-ce que tu peux nous dire globalement comment ça a été réparti et à quel rythme ça a été globalement? Et est-ce que ton conjoint était présent tout le temps ou partiellement? Alors, je sais que j'avais rendez-vous tous les mois. J'avais mes bilans sanguins du coup à l'extérieur. En plus, on a découvert un diabète gestationnel, donc j'avais un suivi en plus par une diabéto. Après, je venais voir ma sage-femme tous les mois. Nous, c'était un peu plus compliqué dans le sens où, comme on avait 2 enfants bas âge, qu'on n'avait pas de famille, que souvent j'étais avec mon deuxième aux consultations. On s'est échangé aussi, sinon beaucoup par message, et on a fait des préparations ensemble.
tous les deux. Notamment, on a fait de la sophrologie ensemble, et ensuite elle nous a envoyé les enregistrements, donc on se à la maison, on les écoutait ensemble tous les deux. Ok. Ensuite, on Pratique, a fait... Oui, ça c'était bien. Surtout que il a un travail qui fait que tu vois, il peut pas. Des fois, le jour J, il va te dire je peux plus parce que je suis sur un truc et c'est pas possible. C'est indépendant de sa volonté. Donc là, on pouvait se retrouver à la maison à deux, quoi. Puis vous étiez sur la fin de la première année du confinement aussi. Oui. C'est ça, Ah oui, c'était oui, fin c'est vrai. J'avais 2020. oublié. Oui. Donc il y avait aussi Fin peut-être des 2020, petits- j'ai accouché en 2021, ouais. Oui, c'est ça. Donc même pour aller avec le petit, des fois à Manao, c'était compliqué. Donc et j'avais aussi, moi, je leur avais dit que c'était pas ma première grossesse, que je connaissais mon corps, que je savais comment se déroulait un accouchement. Donc je pense que par rapport à d'autres femmes qui étaient là pour un premier accouchement, c'est pas le même suivi, quoi. Oui. Dans l'idée que elle s'adapte vraiment à tes Oui, besoins c'est ça. spécifiques dans ta situation aussi spécifique. Le fait, par Oui. exemple, de faire des vocaux de sophrologie ou ce genre de choses, il est évident que a priori c'est pas la pratique généralement, mais que au besoin elles ont cette capacité d'adaptation pour inclure au maximum le ou la partenaire qui va être présent le jour de l'accouchement. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, tu nous as parlé des peurs de ton conjoint, particulièrement sa peur du retour précoce. Est-ce que toi, t'avais des peurs de ton côté? Moi, j'avais peur. Alors moi, rien à voir avec l'accouchement, j'avais peur déjà de laisser mes grands. En fait, je suis très mère poule, donc ça, ma sage-femme me disait, mais t'inquiète pas, ils seront en sécurité, il faut que tu t'occupes de toi. Et j'avais cette peur de pas y arriver, dans le sens où, pour le deuxième, j'ai dit, oui, j'aurais pas de péridurale et tout, et que finalement, j'ai fini dans un moment de faiblesse par la réclamer. Donc, j'avais peur de ça. Donc, avec ma sage-femme, on a fait de l'hypnose aussi. Ok. Et c'est un truc d'ailleurs qui me reste en tête. On a travaillé sur, alors je saurais plus dire exactement le mot exact, mais en gros un endroit où je me sens en sécurité. Okay. Pour justement pendant l'accouchement, si c'est difficile, me remettre dedans. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé, quoi. Ça, on a fait 1 ou 2 séances comme ça où ça m'a beaucoup aidé. Et j'avais peur aussi qu'on me transfère, que je puisse pas accoucher à Manao. En fait, ça c'était vraiment la peur que j'avais à cause du diabète, mais ça a été bien suivi, et parce que j'ai accouché pour les 2 premiers un petit peu avant la date du terme, et que pour Gabriel, la date du terme c'était le 10 juillet. J'ai accouché le 12 juillet. Et en fait, c'était le dernier délai. Si je dépassais le 12 juillet, c'était fini, quoi. Du coup, Manao, parce qu'en fait, selon les maisons de naissance, ça aussi c'est variable, et tu nous le raconteras plus en détail quand tu nous raconteras ton accouchement tout à l'heure, mais selon les maisons de naissance, c'est des fois J+2, +3, +4, donc de ce que je comprends, Manao, c'est un J+2 pour y accoucher. Alors, moi, en tout cas, dans mon cas, c'était J+2. Je pense qu'aussi, le fait qu'il y avait peut-être le diabète gestationnel, c'était plus compliqué aussi. Ça marche. Je me permets aussi pour les personnes qui nous écoutent, ça a été déjà dit dans d'autres interviews, mais c'est intéressant quand même de le redire. C'était un diabète gestationnel sans insuline. Oui. Parce que normalement, un diabète gestationnel avec insuline est en effet sujet à réorientation en hôpital dans le cas en fait d'un suivi en maison de naissance. Mais du coup, t'es la preuve qu'on peut tout à fait avoir un suivi et un accouchement en maison de naissance malgré un diabète gestationnel s'il est suivi et que il arrive à être régulé. Alors après, ça veut pas dire que c'est facile et ça veut pas dire que on peut y parvenir dans toutes les situations, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas un critère rédhibitoire de base. Si certaines personnes se posent la question, je préférais le préciser. Donc tu vas nous parler de tes peurs, des différents accompagnements. Est-ce que en dehors du coup des quelques séances d'hypnose, de sophrologie que tu as eu avec ta sage-femme, tu as eu d'autres accompagnements plus spécifiques? Donc tu nous parlais tout à l'heure d'un ou une diabétologue que tu avais à côté justement par rapport à ton diabète gestationnel, mais est-ce que tu as fait d'autres suivis du type, j'en sais rien, du yoga, du chant, de la réflexo, quelque chose en fait qui aurait pu t'accompagner pendant ta grossesse et éventuellement te préparer à l'accouchement en complément de ce qui était proposé à la maison de naissance? Non, pas du tout. Alors moi, j'étais sereine toute la grossesse et je ressentais pas le besoin. Elles avaient apaisé mes peurs de pas y arriver, mes peurs par rapport au diabète. J'avais plus la diabéto que j'avais qui me mettait une pression, elle. Donc j'ai fini par en parler avec elle que si j'arrivais à réguler mon diabète, j'avais pas besoin de la consulter tout le temps.
parce qu'en fait, j'avais un lecteur. En fait, je me piquais 3 fois par jour. Ok. Et s'il y avait un souci, eux recevaient mes résultats. S'il devait y avoir un souci, je me faisais appeler. J'ai jamais été appelée, mais du coup, moi, je me suis dit que je ressortais avec plus de pression de son rendez-vous que bien. Donc, j'ai arrêté je crois que les 3 derniers mois, j'ai arrêté d'y aller tout en me piquant tout le temps. Et on avait Mm. convenu que voilà, s'il y avait un truc, c'était la seule chose qui me stressait, quoi. Mais sinon, non. Ouais. Ce qui peut se comprendre, hein. Des fois, le relationnel est pas évident. Et comme tu dis, si finalement tu continues de te contrôler, c'est le principal finalement. Oui, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Pour terminer, et avant que tu rentres plus en détail dans le vif du sujet qu'a été ton accouchement, est-ce que tu saurais nous dire ce qui t'a le plus marqué dans le suivi vous a été proposé à Manao, en termes peut-être d'écoute, de préparation ou de lien qui a été créé? Eh ben, c'est justement leur disponibilité. Et en fait, moi, ma sage-femme, la première fois qu'on l'a vue, elle nous a dit oui, vous verrez, à la fin, je serai comme un membre de votre famille. Vous verrez. Et au début, moi qui ai du mal à laisser entrer les gens, et finalement, voilà, quand même après l'accouchement, on a gardé un lien. La première année, c'est vraiment, ça dépasse le lien. C'est pas, j'ai pas l'impression que c'était un professionnel de santé. Elle était vraiment là, disponible pour nous. Si j'avais une question, elle savait me répondre, elle savait me rassurer, même avec les enfants. Voilà, les enfants, moi, ils l'appelaient par son prénom. Quand ils me disaient pas, tu vas chez la sage-femme, c'est ah, tu vas voir machin. Bah oui, j'y vais. Et pour eux, c'était même pas, pour eux, c'était pas un professionnel. C'est comme si j'allais voir une copine et ils savaient que c'était quelqu'un qui prenait soin du bébé. Donc vraiment, on se Chouette. sent dans une vraie relation, quoi. C'est Oui, chouette. c'est sûr. Et justement, en parlant de la relation avec tes enfants, on se demandait si tu pouvais nous partager comment vous êtes organisés pour vos 2 aînés pour le jour J si vous aviez pas de famille. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez préparé notamment avec les sages-femmes? Est-ce que vous avez parlé peut-être de l'après avec des aînés? Discuter un peu de cette dimension pour les gens qui attendent un énième enfant et qui veulent savoir comment on s'organise avec des aînés. Alors moi, j'avais vu qu'il y en avait certaines qui avaient accouché avec leurs enfants sur place. Mon conjoint, il était pas, moi ça m'aurait pas dérangé. Mon conjoint, il était pas trop pour parce que je pense qu'il a raison. J'aurais été plus focalisée sur les enfants que peut-être sur ce qui est en train de m'arriver. En tant que maman poule. Voilà, c'est ça. Donc on a eu la chance après d'avoir une de ses collègues Ok. qui les a gardés. Donc moi, c'est bien tombé parce que ce jour-là, ils sont allés à la fête foraine. Donc, ils en avaient rien à faire que je sois en train d'accoucher. C'était mieux les manèges. Et on est rentré, je crois, vers 4 heures du matin à la maison. Et c'était une collègue qui était le bâtiment à côté d'une autre. Et moi, je me souviens de dire à mon conjoint, vas-y, va les chercher, c'est bon là. Et lui m'a dit, non, mais on les laisse, ils dorment. C'est vrai, ils dormaient. À 7 heures, ils étaient à la maison, mais bon, moi, j'étais trop contente. Donc pour ça, j'étais rassurée parce que je les ai eu au téléphone. Ils m'ont fait des petits vocaux. Ils m'avaient fait des bijoux que j'ai portés en des colliers en perles que j'ai mis en photo pour la photo pour présenter le petit frère pour qu'il voit que voilà, j'avais des petits mots d'amour, donc tout le monde était Ok. prêt. Ils savaient qu'on allait rentrer tôt. Voilà, ça c'était vraiment, ils savaient que ça, la grande pour son petit frère, j'étais restée 3 jours. Elle m'avait vu pas très bien, à cause de ce qui s'était passé. Donc là, c'est vrai que de savoir que j'allais rentrer vite, je pense que ils étaient contents et rassurés aussi. Ouais, c'est intéressant qu'à la maison de naissance, vous puissiez aller avec vos aînés, parce que c'est pas le cas de toutes les maisons de naissance pour le coup, là aussi. J'avais vu qu'il y en avait, parce qu'en fait j'étais sur leur page Facebook, je pense qu'on le voit. Et puis moi même, donc il devait naître le 10, il est né le 12 très tard. Et du coup à partir du 10, j'allais à Manao et je venais, j'avais pas le choix, donc je venais avec mon aîné. D'ailleurs c'était comme leur deuxième maison. Et ce qui est bien, c'est qu'ils incluent toute la famille, quoi. Ouais. Tout le monde a une place importante. Ouais. Et est-ce qu'ils vous ont donné des conseils avec l'arrivée et les aînés, ou après c'était votre 3e, donc j'imagine que tu avais déjà eu l'expérience. Ouais, non, pas de conseils, non. Et puis oui, voilà, moi je savais comment je voulais faire les choses. Et puis voilà, c'était pas le premier. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que même au niveau de la préparation, je pense que j'étais moins en attente parce que je savais ce que c'était de mettre au monde un enfant. Peut-être pas dans une maison de naissance, mais les bases, Oui. je les avais, quoi. Oui, c'est sûr. Mais du coup, l'arrivée d'un autre enfant dans une fratrie, des fois, ça peut questionner certains parents aussi, de comment préparer les aînés à vivre ce moment aussi, quoi. Maintenant, du coup, que tu savais qui allait garder tes aînés et que tout était prêt, est-ce que tu peux nous raconter le jour de ton accouchement? Alors le jour de mon accouchement, alors juste avant, par rapport aux 2 précédents accouchements, je n'ai jamais perdu les os.
Ouais. Donc ce que je me souviens, c'est qu'on était en voiture, on arrive devant chez nous et puis on rigolait tous les quatre. Et je rigole tellement en sortant de la voiture que je dis arrêtez, je me suis fait pipi dessus à cause de vous. Mais vraiment pour moi, c'était tellement j'avais rigolé. Et puis là je vois que ça continue de couler quand même pas mal. Et je dis non en fait c'est pas, je pense que j'ai perdu les os. Donc là petite frayeur, il devait être franchement je pense qu'il devait être 14h. 14h, 15h. Et j'appelle ma sage-femme. Et il faut savoir que oui, ma sage-femme, elle avait peur que ça aille vite. Parce que mon deuxième, du coup, entre le moment où j'étais à la maternité et où j'ai accouché, il s'est passé 3 heures. Donc elle avait peur que ça se passe vite. On n'habitait pas loin de Manao, quand il n'y a pas de bouchon. Vraiment, quand il n'y a pas de bouchon, on était à 15 minutes. La problématique de la Réunion. Voilà, Il tombe dans toutes les exactement. interviews de la Réunion. Ah, mais c'est l'horreur. Donc, on habitait vraiment pas loin. Donc, en 15 minutes quand ça roule. Et donc, je préviens ma sage-femme qui me dit qu'elle se met en route. On appelle la collègue et moi, je veux pas partir. Donc, tout était prêt. Mais moi, je veux prendre le temps. Donc, je veux prendre une douche, je veux me détendre et tout. Ce qui fait qu'on se retrouve là-bas vers 18h. Il n'y avait pas trop de bouchons. Ça va. T'avais dépassé les 3 heures d'attente, là. Oui, Il y a oui, toujours oui, pas de bébé, oui. ça va. Ouais, 17h30, 18h, oui, parce que je sentais que finalement, je me suis pas mise la pression, je sentais que ça allait, quoi. Pas de douleur, pas vraiment de douleur, mais tu perds les os, tout le monde te dit, faut y aller. Donc, on y va. Et donc, on est arrivé à la maison de naissance. Donc, à la maison de naissance, on accède par un escalier. En fait, tu rentres pas du tout par l'hôpital. Donc, on a le parking exprès, et voilà. Donc, j'arrive à monter cet escalier. Là, ça commence à être dur. Et donc, il y avait ma sage-femme qui nous attendait, qui avait préparé la chambre. Elle nous avait prévenu en amont qu'il y avait une autre sage-femme que j'avais pas vue, qui elle allait se faire très discrète, mais qui était là au cas où, en fait, s'il y avait besoin. Ouais. Donc, et c'est vrai que, en fait, je pourrais même pas me rappeler d'elle parce qu'elle a vraiment été très discrète. Donc, on arrive et puis je crois qu'elle m'ausculte. Mais moi, de toute manière, je veux pas, enfin, j'ai rien besoin de savoir. Tout est bon pour moi. Et du coup, elle me dit d'aller me balader un petit peu parce que je ressens pas de douleur de contraction en fait, ou très très infime pour moi, c'est pas maintenant. Donc on se balade. Je pense que j'ai jamais monté et descendu autant d'escaliers parce que ça faisait déjà 2 jours qu'en fait j'essayais de faire les choses pour qu'il arrive, parce que c'était aujourd'hui où c'était déclenché le lendemain à l'hôpital, et moi c'était hors de question. Donc je monte, je descends les marches, je me balade et puis après ça commence à s'intensifier, mais je gère la douleur avec tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on a vu avant. Et je me rappelle donc le matin j'étais venue pour faire un contrôle avec ma fille qui m'avait dit je suis sûre que tu vas accoucher dans la baignoire. Et alors moi dès le début j'avais dit que c'était hors de question que j'accouche dans la baignoire. Je sais pas pourquoi. Je me voyais accoucher, mais je sais pas, ça me donnait pas envie. Je me voyais coucher vraiment juste devant le lit à 4 pattes. C'est vraiment ça que j'imaginais. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça allait se passer comme ça. Et ben ça s'est pas passé comme ça. Ils m'ont fait couler un bain. Ouais, non mais ils m'ont fait couler un bain. Oui, vas-y, va dans le bain, tu vas voir, ça va apaiser tes douleurs et tout. Non, je vais pas dedans. Et finalement, j'y vais. Ça apaise, c'est sûr que ça apaise. Et puis ensuite, je reste dans le bain pas mal de temps avec ma petite playlist. Les sages-femmes nous laissent du coup avec les lumières tamisées, tous les deux avec mon conjoint, parce que je gère plutôt bien et que elles viennent si vraiment je réclame leur présence. Elles savaient que c'était pas le premier, qu'on avait besoin de se retrouver tous les deux. J'appelle quand même mes enfants. Et puis ensuite, je me souviens avoir eu envie d'aller aux toilettes. Donc je sors de la baignoire et je commence à avoir des douleurs dans le bas du dos et très intenses. Donc je retourne vite dans le bain et je dis que voilà, j'ai vraiment très 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 mal, que ça pousse. Et là la sage-femme, j'ai mon conjoint de ce côté-là, ma sage-femme de ce côté-là qui est avec moi et qui me dit que ça va aller, qu'il n'y a pas de souci et tout, qu'il faut que je relâche, qu'il faut que je pousse. Mais alors, je pensais pas que c'était le bébé qui arrivait. Voilà, je pensais vraiment que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et ça m'était jamais arrivé. Donc, assise dans la baignoire, et je pense qu'elle a touché parce qu'elle a senti qu'il y avait le cordon un petit peu qui gênait. Et elle me dit, oui, c'est bébé qui arrive. Et du coup, là, je pousse,
Franchement, je pense que j'ai poussé 2 fois. J'avais demandé, il a commencé à vider l'eau parce que voilà, il y avait un problème avec cette baignoire. Je sais pas pourquoi je voulais pas. Et puis au bout de 2 fois, je pousse et puis là, je l'attrape. Elle me dit mais c'est ton bébé. Donc voilà, j'ai accouché dans la baignoire. Voilà, Avec ou finalement. sans eau, du coup? Avec la moitié d'eau. Voilà, on est arrivé sur la fin d'eau, mais le Plus truc vite que la baignoire improbable. qui se vide. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement ça. Plus vite que la baignoire. Ah, c'est génial. Ouais, très rapide. Oui, et du coup, tu nous as pas trop dit ce que ton compagnon a pu faire pour t'aider et t'accompagner dans tout ce passage. Tu parlais de ces moments un peu intimistes où les sages-femmes se retiraient un peu. Est-ce que tu peux nous raconter comment il a trouvé sa place du coup grâce à toute cette préparation? J'ai oublié de dire que on nous avait appris aussi des points d'acupression qu'on avait vus ensemble tous les deux, qui se sont avérés très utiles. Donc qu'il a utilisé et après moi j'ai besoin de m'agripper en fait. Donc il était là près de moi à nous mettre nos petites playlists et à me rassurer en me disant alors je pense que toutes les femmes ont ça mais en me disant tu vas y arriver, tu vas gérer, t'inquiète pas parce qu'en fait j'ai très envie de quelque chose donc j'ai très envie d'accoucher naturellement et puis quand je me retrouve devant la douleur je vais me dire non mais en fait je vais jamais y arriver, je vais pas y arriver et voilà je vais pas y arriver et lui justement était là pour me rassurer en me disant tu vas y arriver et je crois que il a filmé après les premiers instants de vie et la seule chose que je m'entends dire dans la vidéo c'est j'ai réussi parce que vraiment je pensais que j'allais pas y arriver toute seule quoi. Donc enfin j'étais pas toute seule mais en tout cas sans aide médicale. C'est trop fort de l'avoir en vidéo. Ouais, on n'entend que ça. Et c'est moi qui ai fait ça. J'ai réussi, c'est moi qui ai fait ça. Voilà. Oui, il y a quelque chose d'assez fou quand on le vit comme ça. Ah oui. Ouais, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Hein. Et pour ta sage-femme, donc tu disais que... Alors je sais pas si j'imagine qu'elle était seule. Alors elle était là et avec celle qui une autre sage-femme que je ne connaissais pas et qui était là au cas où s'il y avait un problème ça. quoi. Ce qu'on appelle la sage-femme 2 du coup j'imagine. Voilà, c'est ça, oui. Tu disais notamment qu'elles avaient tendance à se retirer. Est-ce qu'il y a eu des moments où elles t'ont particulièrement soutenue, où elles ont fait des gestes ou des choses qui t'ont aidé à croire un peu plus en toi ou à avoir moins mal ou à avoir ce genre de choses qu'elles ont pu t'apporter? Alors ma sage-femme, oui, elle a vu à un moment donné, voilà, quand j'avais cette douleur persistante dans le dos, que j'arrivais pas et que j'avais peur de pousser et elle a été là, elle m'a rassurée, elle m'a dit non mais c'est l'heure de la rencontre parce que depuis le début en fait, la date d'accouchement c'était censé être le 10 juillet et je me souviens d'échanges de SMS qu'on avait eu où dès le 10 juillet elle me disait mais t'inquiète pas, il y a une date et une heure pour tout, chaque enfant décide de son arrivée. Le 11 aussi. Le 12 aussi, je désespérais et elle me l'a redit là à l'accouchement. Elle me dit chaque enfant décide et elle m'a dit c'est maintenant en fait là c'est son moment et relâche et le fait de l'avoir là avec sa main. Je me rappelle qu'elle avait sa main dans l'eau sur mon ventre et qui me dit vas-y c'est maintenant et c'était tellement c'est une femme mais tellement douce et elle me l'a dit et hop j'ai lâché et puis elle a eu raison hein, c'était le moment et voilà. Donc oui, un gros soutien, ouais. En même temps, c'est fort ce qu'elle dit. Moi, ça m'a donné des frissons très quand tu beau. l'as dit. Ah ouais, non mais et j'ai encore les SMS hein, parce que tellement c'était parce qu'elle dès le début, voilà, elle me l'a dit, c'est il y a une heure et un moment pour voilà. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément à le redire le jour J, à repenser au fait que bah ça y est, en fait, ce que t'attendais depuis 2-3 jours, c'est le moment maintenant. quoi, et c'est Ouais. maintenant. Et du coup, finalement, c'est aussi une libération vu que t'as été en stand-by pendant plusieurs jours avec cette Oui, attente j'attendais ultime. Et que là, ça. t'es dedans et t'oublies presque que t'es dedans quoi. Et c'est intéressant ouais, de te rappeler à ça. Je trouve ça intéressant. Et du coup, il est né à quelle heure Il est né à 23h37 et on a dû rentrer à la maison vers 3h40, on a dû partir de Manao. Ouais. Donc J'aime bien il le est né vert. ouais voilà ça parce que c'est ça parce que j'ai une photo de lui à la maison à côté de moi à 4h du matin donc je comptais les 15-20 minutes de route parce que avec un bébé il roule plus lentement mais 23h37 moi j'avais demandé je m'étais renseignée en amont. Du coup, j'avais demandé, et c'était dans la continuité aussi avec ma sage-femme, à ne pas couper le cordon, à le laisser, ça j'en avais parlé, mais vite fait à mon conjoint, donc il a eu la surprise, à le laisser jusqu'au dernier moment. Donc tu sais, j'ai la photo de lui avec le placenta dans le bac et le cordon accroché et le bébé sur lui, jusqu'à ce qu'il cesse de battre. Et puis, avant de couper le cordon, on a fait une empreinte du placenta pour garder un petit souvenir.
Et donc, il est resté avec le bac et le placenta jusqu'à ce qu'on le coupe. Et puis après, il y a eu très vite... donc, les gens doivent savoir, mais Manao, du coup, c'est une chambre avec un lit double, des lumières très tamisées. Enfin, c'est très intimiste. On était tous les deux dans le lit double et avec mon fils sur moi. Et puis, le fait de pas avoir toutes les grosses lumières de l'hôpital, tout ça, et de pas avoir de pression de quelqu'un derrière toi. J'ai juste posé sur ma poitrine et je l'ai vu remonter tout doucement pour aller prendre le sein, quoi. Et ça, c'est des moments, des moments qui restent vraiment gravés. Ah oui. Ouais, grave. Et ça, c'était vraiment trop bien. Le fait, tu te crois chez toi, en fait. C'est ça qui est agréable, Ouais. c'est vraiment l'intime, quoi. Ouais, et puis la lumière tamisée, il joue tellement aussi. Ça change tout. Ah. Ah ouais, c'est hallucinant ce que ça fait. Ça t'agresse pas, quoi. Je pense aussi le fait de pas avoir de bruit, genre Ouais. de couloir, Ah de oui. bip, tout ce genre Ouais. de choses qui sont nécessaires dans un Oui. hôpital ou quoi, mais qui sont parasitants dans le cas où tu n'en as pas besoin, en fait. Ouais, Oui. c'est exactement ça. Puis la lumière blafarde, il y a aussi la dimension où ta vulnérabilité est exposée aussi davantage. Ah bah Même oui. sans parler de nudité, cette question de vulnérabilité, enfin, on est plus ouvert au monde quand il y a beaucoup de lumière, et du coup, c'est un moment Ouais. qui est en effet plus intimiste. Du coup, vous l'avez pas gardé en bébé lotus, vous avez coupé le cordon juste après l'empreinte, c'est ça que tu disais? Oui, quand le cordon a cessé de battre, qu'on a vu qu'en fait, il avait pris tout ce qu'il avait à prendre. Alors, honnêtement, je sais même plus si c'est le papa, parce qu'il a coupé le cordon pour les 2 autres. Oui. Peut-être qu'il l'a coupé là, je me rappelle pas. Je me rappelle avoir mon fils après, en peau à peau, en train de téter et avoir quand même envie, même si je suis très heureuse là-bas, de rentrer chez moi. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez dormi un peu et c'est pour ça que vous êtes rentrés à ce moment-là, ou au contraire, vous avez pas du tout dormi? Et c'est vrai qu'il y a quelques soins aussi qui ont été faits, il y a des choses qui se font et qui font passer Ouais. entre guillemets, si tu veux prendre une douche ou quoi, enfin voilà, il y a des choses qui font que ça passe le temps. Comment ça s'est organisé avant votre départ, et à quel point ton conjoint ne pensait plus à ses angoisses à ce moment-là, ou à quel point ça lui est revenu? Oui, et ben, je sais que déjà, il nous avait dit que de toute manière, c'était 3 heures après, le temps de protocole. vérifier qu'il y ait pas d'hémorragie, etc. Moi, j'ai voulu prendre une douche et je me rappelle quand même avoir dit, en tout cas, ou l'avoir pensé, on peut y aller maintenant. Parce que moi, je regardais l'heure et qui m'avait dit qu'on avait le temps. Et puis, en fait, c'est un bébé qui il a pleuré, mais légèrement quand il est né, mais sinon qui était très apaisé. J'ai pas le souvenir que les autres, c'était à ce point-là. Donc, après avoir fait un petit bilan avec la sage-femme, je pense qu'elle l'avait encore rassuré à ce moment-là. Ouais. Mais et qu'il avait été aussi rassuré parce que voilà, comme vous disiez, il n'y a pas ce bruit en fait autour. On était vraiment dans le calme de la nuit, le silence, juste nous à Manao. Je pense que lui, ça l'a apaisé et puis qu'il s'est dit c'est bon. Elle nous a donné l'aval, on est rentré. Moi, j'étais heureuse de rentrer. Notre bébé était calme, tout allait bien. Voilà. Je sais qu'il y a une appréhension parce qu'on en a parlé dans la voiture et elle nous a rassurés en nous disant que le lendemain à 9h, elle était là. Donc là, on rentrait pour quelques heures à la maison et que de toute manière, on serait mieux à la maison que... On était très bien à Manao, hein, mais voilà, moi, j'avais hâte de retrouver mon chez-moi. Donc, on est rentré. Et de toute façon, certes, le lendemain, elle vient te rendre visite, mais il y a aussi cette dimension où elle reste d'astreinte. Oui, s'il y a quoi que ce soit, voilà. Les Voilà, il y premières, avait les pas... premiers jours. Voilà. Et puis moi je l'ai rassuré comme ça en lui disant que c'était pas notre premier enfant. Donc on savait tous les deux comment ça se passait. Donc on est rentré, je l'ai mis dans son cododo, je me suis mise au lit et puis il est resté collé à moi et on s'est endormi tous les deux. Après on s'est endormi. Je pense 2-3 heures et puis après il s'est levé, on a été chercher les enfants quoi. Vous êtes allés les chercher du coup, ouais. Ouais, lui est allé les chercher, eux sont arrivés, moi je revois encore ma grande pleurer en le prenant dans ses bras et on était contents d'être dans notre cocon à 5 tout de suite. Enfin, en tout cas, moi j'étais contente de pas être bloquée entre 4 murs dans une chambre toute seule en les voyant 10 minutes et encore des fois il y en a qui acceptent pas trop les enfants, donc c'était parfait. Ouais. Et puis quand on est arrivé, il a un petit peu pleuré dans la voiture, mais dès qu'on est arrivé à la maison, c'est comme s'il avait reconnu qu'il était chez lui parce qu'il était très apaisé, il a pas pleuré. Enfin, c'est hallucinant. Moi, j'ai des vidéos parce que du coup, en préparant l'interview, je regardais, je me suis un peu replongée là-dedans où il est tout calme, quoi. Et que je m'entends dire, mais t'as vu, il est très apaisé. Enfin, il est trop bien, quoi. Donc, c'était la meilleure décision. Oui, j'imagine. Et du coup, ton conjoint n'a pas regretté?
Non, pas du tout. Non, là, si c'était à refaire, voilà. Et on en parlait tout à l'heure. Il me disait oui, non, mais j'avais pas peur que t'accouches sans péridurale, tout ça. C'est juste. Alors il me disait là tout à l'heure, c'était pas de la peur, c'était de l'appréhension. Sur le moment, pour moi, c'était de la peur. Mais bon, il dirait que c'était de Avec le l'appréhension recul, de 4 voilà, ans, donc voilà, 4 ans en arrière, voilà. Après, ouais, c'était de l'appréhension. Donc, ce que je peux entendre aussi. Moi, j'avais confiance en nous en tant que parents et en ma oui, sage-femme qui jamais nous aurait laissé rentrer s'il y avait oui, le moindre évidemment, doute sur quoi que ce soit. Donc, bien sûr. Est-ce qu'à présent, tu pourrais nous parler du suivi postpartum et comment ça s'est déroulé, notamment les visites avec la sage-femme? Donc, elle est revenue quelques heures après, j'imagine, la première oui, quelques heures, journée ouais. avec le bébé. Et du coup, après, comment ça s'est déroulé ou qu'est-ce qui se passait aussi quand elle passait vous voir, de quoi vous parliez ou qu'est-ce qu'elle vous proposait? Elle est passée du coup tous les jours, de mémoire, tous les jours. Et c'était aussi très informel, du coup. Voilà, elle Mmh. prenait le café, on discutait, comment tu vas? On discutait même de ce que chacun ressentit par rapport à l'accouchement, comment on se sentait, sachant qu'on en avait 2 autres avant, bah, c'est pas la même fatigue. Tu gères pas les choses pareil. Et à vérifier que moi j'allais bien, mais sans être non plus intrusive. Je savais par exemple que j'avais une petite déchirure, Oui. mais que voilà, elle n'est pas venue à chaque fois me regarder si ça allait. Elle m'a demandé comment tu te sens, t'arrives à la toilette, etc. Donc pas plus que ça. Elle nous a, enfin, je dirais pas qu'elle nous a accompagnés pour les soins du petit parce que bah on savait déjà. Oui. Donc voilà, elle m'a accompagnée pour l'allaitement au début aussi. Oui. Parce que même si c'était pas la première fois, parce que j'ai pas allaité mon aîné, j'ai allaité mon premier garçon, mais pas longtemps, et puis c'était d'autres conditions. Donc elle a été là pour voir si j'avais pas de douleur par rapport à l'allaitement. Elle s'est aussi beaucoup intéressée aux enfants, à parler aux enfants. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être grand frère ou grande sœur? Ou des fois, après c'est leur métier, hein, mais il y a des professionnels de santé qui vont pas s'intéresser comme ça au reste de la fratrie. Là, même eux, ils étaient fiers de dire ah bah oui, je suis content. Enfin, tout le monde était vraiment inclus. Donc c'était un très très beau suivi et ça a duré après la première semaine. Après c'était moi qui me déplaçais à Manao. OK. Je sais plus à quelle fréquence, mais on y est allé plusieurs fois à Manao. Et puis il y a eu après il a eu un petit souci de santé. Il a eu un petit staphylocoque doré. OK. Donc j'envoyais des SMS avec des photos. Alors je pense qu'elles ont plein de photos pour demander. Elle était tout le temps là pour répondre. On a fini à l'hôpital. Bref, et après finalement il a eu une hernie qui a dû être opérée plus tard. Je crois qu'il devait avoir 6 ou 8 mois. Mais même là, alors que c'était très longtemps après l'accouchement, bah, elle prenait des nouvelles quoi. Oui. C'est chouette. Donc ouais. Ce dont on parle assez souvent, que ça s'arrête pas à l'accouchement, quoi. Il y a Non, vraiment une pas du tout. continuité. Mm. Et parfois même, on peut continuer à se faire suivre par ces sages-femmes après, que ce soit pour la rééducation du périnée, que ce soit pour un Bah ouais. suivi classique une fois que aussi. Donc en fait, il y a plusieurs dimensions, quoi, parce qu'elles sont souvent libérales à côté, si ce n'est toujours. Mais même à Manao, hein, parce que je me rappelle avoir commencé les séances de rééducation avec ma sage-femme. Du coup, je venais avec bébé. Oui. Je crois que j'en ai fait 2 et puis après, bon, ça a dû être, j'ai dû arrêter, je sais plus pourquoi, mais en tout cas, c'était évident que c'était elle qui allait me faire aussi ma rééducation. Oui, ça m'étonne pas. Qu'est-ce que tu te dirais que tu as découvert sur toi à travers cette expérience? Que je suis capable de plus grandes choses que je ne pensais. Que j'ai plus de force que ce que je pensais. Voilà, clairement, parce que même si c'était mon souhait, je pensais pas en être capable. Je pensais pas en être capable vraiment. Alors que tu l'avais fait 2 fois, c'est fou. Oui, mais 2 fois avec du coup, bah, la première fois il y avait péridurale, la deuxième fois elle a pas servi, mais dans la tête je me dis comme je l'ai eu quand même, bah Ouais, voilà, alors qu'on m'a affirmé que ça a pas servi, mais que j'étais capable de faire comme je voulais ouais, et dans le cadre qui me plaisait quoi. oui. Et quand tu penses à Manao, qu'est-ce qui te vient en premier en tête? Un cocon. Vraiment, c'est vraiment un petit cocon, une bulle de bienveillance, d'amour. En fait, je pense que c'est une maison de naissance, hein, comme on le définit, mais vraiment pour moi, c'est une petite bulle avec des sages-femmes exceptionnelles, parce que même j'ai eu une sage-femme exceptionnelle, celle qui a été en binôme aussi, mais j'ai discuté même à La Réunion avec d'autres mamans qui ont accouché là-bas, qui ont eu d'autres sages-femmes différentes de la mienne, et on dit tous la même chose, que vraiment c'est
c'est un petit cocon où tu te sens écouté, où on s'occupe de toi, on te prend en considération. Après, je pense que quand t'es à l'hôpital, le fait, tu sais aussi tu sais pas qui va t'accoucher. Après, il y a des gardes, donc elles changent, etc. C'est pas la même intimité, en fait. Voilà. C'est très intime, Manao, la maison de naissance. En tout cas, c'est très intime parce que t'es avec quelqu'un que tu connais, la même personne qui t'a suivi pendant plusieurs mois. Et du coup, tu te sens en confiance parce que t'es avec la même personne, quoi, depuis le début. Oui, c'est sûr. Et comment tu décrirais la manière dont les sages-femmes ont adapté leur accompagnement à ton histoire et à tes besoins personnels? Elles ont pris en compte, tu vois, par exemple, moi j'avais dit avant que j'avais fait une fausse couche. Mmh. Il y a des professionnels de santé, par exemple ceux qui m'ont fait les échographies, tu vois, ils me disent ok, fausse couche telle date et puis c'est tout. Elles ont accueilli, même si je l'ai déclaré bien plus tard, mais elles ont accueilli le fait que ça avait été peut-être un peu douloureux. Elles ont pris en compte que j'avais besoin de sentir mes enfants en sécurité pour que mon accouchement se passe bien, que j'avais besoin d'inclure aussi ma famille. Jamais ça a été un problème, par exemple, que je vienne avec mon fils à des rendez-vous. Parce que je me souviens, je faisais une séance de sophrologie et j'avais mon fils de 2 ans et demi à côté de moi avec un livre, avec un dessin. Mais tu vois, il y a d'autres professionnels qui auraient dit ouais, mais là ça va pas être possible. Voilà, il faut qu'on soit dans un. Là, ça a été pris en compte et voilà, ils ont pris en compte aussi que peut-être que par rapport à d'autres femmes, j'avais pas besoin d'être autant préparée parce qu'on m'avait dit hein, tu peux faire ça, ça. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'accompagnements différents. Même en dehors, ils peuvent te dire il y avait du chant prénatal, etc. Enfin, moi, j'avais dit j'ai pas besoin de ça parce que je m'occupe de ma famille, parce que j'ai confiance en mon corps, je connais, je sens pas le besoin et ils m'ont pas dit ah non, faut à tout prix le faire. Donc c'est ça aussi que j'ai apprécié, c'est que ils prennent en compte tes envies, ta situation familiale, ta situation aussi au niveau de ta maternité, si c'est ta première ou pas ta première grossesse, et ils s'adaptent à tes envies au maximum. Oui. Et est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec d'autres parents qui ont été suivis à Manao? J'ai vu 1 ou 2 mamans, mais alors ça a été très rapide avant que je quitte la Réunion, que je croisais comme ça dans Manao, soit qui venaient d'accoucher, on a parlé mais vraiment rapidement. Sinon non, et malheureusement j'ai autour de moi personne qui a accouché en maison de naissance, donc j'en parle dès que je connais quelqu'un qui est enceinte, j'en parle. Ici, je sais même pas, il doit en avoir une ici, mais je sais pas où elle se situe. Mais sinon, non, je crois que T'es dans la reste. Drôme? Non, t'es dans quel coin déjà? Non, dans les Hautes-Pyrénées. Oh non, il doit pas y en avoir. Il y a un projet Oui. Pyrénées-Orientales et sinon la plus proche c'est chez nous? région Castres. Ouais. Ouais. Ah oui, donc je pensais qu'il y en avait quand même une par région. Non. Ah non. Ah non. On n'y est pas. Ah Ce je serait sais le luxe. pas, on aurait pu. Ah oui, Non, d'accord. il y a il y a plusieurs projets entre l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et je crois vers les Pays Basques, mais là j'ai un doute. Mais sinon après la plus proche c'est Castres d'Oumaya. Oui, ou au Bagne peut-être. C'est un peu plus loin, au Bagne, ouais. Moi, je me dis qu'on a eu de la chance d'être à la Réunion à ce moment-là. Oui, ça clairement, par contre, c'est une chance. Ouais. Je m'étais demandé si t'étais pas partie à la Réunion parce que tu savais qu'il y avait une maison de Non, naissance mais et c'est la maison- première chose, voilà. On arrivait en août et je te dis, en septembre, fin août, déjà, je regardais. Et en plus, je sais qu'il y a, tu sais, à La Réunion, il y a des mamans qui habitent n'importe où sur l'île, qui veulent accoucher à Manao, qui doivent du coup le dernier mois prendre une location Oui. à côté, parce qu'on nous dit qu'il faut être à tant de kilomètres, ou en tout cas tant de temps de Manao au cas où. Et nous, voilà, c'était le luxe, c'est d'être, voilà, on habitait à Saint-Gilles et du coup c'est à Saint-Paul, donc vraiment pas loin quoi. On a eu cette chance d'être tombé, tout était aligné pour que ça se passe comme ça. Ouais. En tout cas, si t'habites trop dans l'ouest en métropole, il y a pas de maison de naissance. Actuellement, il y a pas de... Actuellement, Ouais, c'est compliqué. C'est dommage. Mais en fait, il y a beaucoup de projets, quoi. Ouais, il y a beaucoup de projets en attente, mais Mais il tu y a vois beaucoup d'étapes pour y arriver. Et on a un épisode qui était consacré l'année dernière sur la création de Tiguenel, l'impact, Les difficultés, en fait, auxquelles font face les projets.
Ça va Ouais, être de l'épuisement des sages-femmes, ça va être des réticences des ARS, ça va être la difficulté d'avoir une maternité partenaire qui arrive à faire des compromis pour s'organiser en termes de locaux, de tout ça, quoi. Enfin, c'est en fait, ouais, Adhérer aux valeurs, puis avoir une place dans son espace, ouais, ça fait beaucoup de choses. ouais. ouais, Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que chaque projet fait face à des difficultés qui lui sont propres. Parce que autant il y a des régions où les ARS locales sont à fond soutenantes, autant il y a des régions c'est l'inverse. Et puis en fait, tu butes finalement sur des questions de travaux, sur des questions de budget, etc. Donc c'est vraiment très variable selon les projets. Si ça vous intéresse, sur notre site, il y a une page consacrée aux maisons de naissance existantes, mais aussi il y a la carte globale de tous les projets aussi de maisons de naissance. Donc les personnes qui nous écoutent et qui se demandent s'il y a des maisons de naissance ouvertes ou en projet autour, parce qu'on peut aussi adhérer à une asso en attendant que ça se crée pour ouverture, soutenir un ouais. projet, pour Oui. participer C'est éventuellement très important, à ouais, qu'il y ait des l'associatif. usagers ou des futurs N'hésitez pas à aller usagers. voir cette carte, elle est à jour de il y a, je dirais, 2 mois, donc Ouais, c'est nous essayons récent. de la mettre à jour le plus possible. Donc C'est ça. vraiment, n'hésitez pas à aller vous renseigner. Ouais. Ça vaut le coup. Il y a beaucoup plus de projets que ce qu'on croit. Ah, il y en a énormément en attente, ouais. Et il faut pas oublier aussi qu'une maison de naissance n'existe que si elle a des personnes qui veulent aller y accoucher. Donc, c'est hyper important si c'est un projet qui vous intéresse d'aller soutenir même en amont. C'est pas garanti Ouais, qu'on puisse en profiter soi-même en soutenant un projet c'est ça. puisque ça peut mettre plusieurs années. Mais Mm. ça pourra aider tellement d'autres femmes que c'est important aussi si ça nous tient à cœur, quoi. Mais actuellement, il y a une douzaine de maisons de naissance, c'est ça? J'ai pas recompté, mais à peu Ouais. près, dont 3 hors métropole. Donc ça en fait pas beaucoup en métropole. On parle justement du soutien qu'on peut apporter aux associations. On vient de parler du coup aussi des mamans qui aimeraient accoucher dans ce genre de lieu. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une future mère qui hésite encore à vivre une naissance hors du cadre hospitalier, que ce soit pour un accouchement physiologique en maison de naissance, en tout cas à entamer ce processus et se renseigner pour ce genre de suivi? Alors moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est que si c'est ce qu'elle veut, ou en tout cas si elle commence à se questionner dessus, de s'écouter, parce que il y a des gens qui, pas méchamment, mais qui vont te dire: «Ah non, mais l'hôpital c'est mieux, l'hôpital c'est plus sûr, tu ferais mieux d'accoucher en hôpital ou en clinique». Et pour avoir fait l'hôpital 2 fois, on peut dire, et Manao, j'ai eu des accouchements qui se sont bien passés, parce que le deuxième c'est l'après qui s'est pas bien passé, mais le suivi, la proximité avec les professionnels n'est pas du tout la même en maison de naissance qu'à l'hôpital. Et que même si peut, on n'est jamais à l'abri, hein, d'un accouchement, tout a l'air de bien se passer et puis finalement il y a une complication, mais il y a l'hôpital à côté et faut pas être réticente par rapport à ça. Parce que moi je sais que par exemple, tu vois, pour ma première, je voulais à tout prix un hôpital de niveau 3 parce que je me suis dit: «Oui, s'il se passe quoi que ce soit, bah là je suis en sécurité» et cetera. Et finalement je pense que j'ai été vraiment très en sécurité, très écoutée. En tout cas, le plus que j'ai été écoutée et en sécurité, c'était en maison de naissance, parce que on prend tout ton projet en considération, Mmh. tout ce que tu veux faire. Donc si on a cette envie, il faut y aller, faut se renseigner, se renseigner un maximum et puis ne pas s'arrêter à ce que disent les autres, parce que sinon je pense que moi je l'aurais pas fait. Parce qu'on m'a dit oui, mais t'es sûr, tu te rends compte, etc. Et en fait, si je devais avoir un autre enfant, bah là c'est sûr, je reprends un billet d'avion, je repars à Manao. Voilà, ce que je disais à mon conjoint, c'est: mais je rêve de revivre une grossesse juste pour revivre un accouchement pareil, en fait. Si j'avais su, mais voilà, je serais revenue en arrière et faire la même chose pour les 2 autres, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ou tu viens accoucher à Castres sinon. Tu viens chez nous. D'accord, voilà. J'irai à Casse. Non, là c'est fini, Et on ça. s'arrête, c'est bien. Ah, faut jamais dire jamais. Ouais, moi ça va faire beaucoup. Et je trouve intéressant quand tu dis ils écoutent ton projet, c'est ce qui est mis en avant. Enfin, je reformule, pardon, je redis pas exactement tes mots. C'est ce on a pu le dire dans un autre épisode, il me semble, sur la question du projet de naissance. En fait, en maison de naissance, tu n'écris pas un projet de naissance puisque le projet en maison de naissance est ton projet de naissance. Et donc en fait, Mmh. tout ce dont tu auras besoin sera, en tout cas tant que ça ne sort pas d'un protocole quelconque médical qui est important pour elle aussi, comme on dit souvent aussi en termes de confiance mutuelle,
tant que tu ne sors pas avec des demandes complètement excentriques, globalement, tout sera suivi. Et quand je dis excentrique, c'est vraiment venir accoucher avec son chien et puis je sais pas quoi. Enfin voilà, je rentrais dans des choses très complexes parce qu'après, comme tu dis, vouloir, par exemple, attendre que le cordon cesse de battre, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Alors ça se fait aussi en hôpitaux, hein, c'est pas que spécifique en maison de naissance. Hein, mais je veux dire, j'avais trouvé intéressant la première fois que j'ai eu cette approche où j'ai compris, moi notamment, et à travers aussi d'autres récits, que en effet le projet de naissance, c'est en fait tout ce que tu montes à la maison de naissance et tout ce que tu veux et qui est réalisable sera au maximum réalisé en fait. Et c'est assez intéressant, je trouve, comme. Maintenant, du coup, que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie, à quel point justement ton projet a été écouté, respecté, à quel point l'entièreté de ta famille aussi a été inclus dans ce projet, dans ce suivi, que ce soit avant, pendant et après l'accouchement. Est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Du coup, comme je l'ai dit avant, pour moi, Manao, enfin, une maison de naissance, mais du coup, la Manao, c'est au-delà d'être un lieu d'accouchement physiologique, etc., qui est la définition, hein, je veux bien, c'est vraiment un cocon, en fait. C'est une bulle avec des gens qui sont totalement là pour t'écouter, pour te suivre dans ton projet et pour t'aider à faire de cette naissance le plus beau moment et un moment surtout inoubliable pour nous. Voilà. Moi, c'est vraiment le mot cocon, en fait. C'est vraiment une bulle comme j'ai jamais vu ailleurs. Tu te sens, ailleurs, au-dessus de tout. Trop bien. Et c'est pas juste parce que t'es à La Réunion. Non, c'est pas juste, non, c'est vraiment, tu peux l'enlever, la maison de naissance, et la mettre n'importe où. C'est vraiment, c'est les locaux, la façon d'être accueilli, tout. C'est vraiment exceptionnel. Ça donne envie en tout cas. Et avant de nous quitter, je vais te poser l'éternelle question qui est, est-ce que tu aurais une astuce, un petit tips à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui se préparent à accoucher physiologiquement? Je dirais de croire en vous. Vraiment, parce que on est capable, vraiment, on est vraiment capable, et je pense qu'on nous a trop fait croire que l'accouchement, c'est dur, hein, mais que c'était insurmontable, qu'on pouvait pas y arriver tout seul, mais on est vraiment capable. Et puis de suivre son projet, de suivre les préparations des sages-femmes, parce que même si j'en ai déjà eu d'autres, voilà, moi je me souviens, la sophrologie et l'hypnose, ça a vraiment été top pour moi, surtout l'hypnose. Et les points d'acupression aussi, ça a été top. Mais voilà, de se préparer comme on le sent, mais vraiment de se préparer avec les outils qu'on nous donne en général. Les sages-femmes qui nous suivent, elles sont pas là pour parce que j'ai eu d'autres suivis où on voulait à tout prix me faire telle chose sans me demander mon avis. Là, c'est des suivis qui sont en général adaptés pour nous. Voilà, moi, mon stress, je sais très bien que, ma sage-femme, elle m'a proposé l'hypnose et cet espace, ce lieu où on se sent en sécurité, parce que j'étais une grande stressée, et je sais que ça m'a beaucoup aidé. Oui, c'est-à-dire que ça répond à tes besoins. Elles vont pas forcément donner les mêmes même chose à tout le monde. Ou les mêmes accompagnements à chacun. Ouais. Mais merci pour cette astuce. Un immense merci aussi à toi d'être venu partager ton expérience à notre micro. Merci à vous. Avec grand plaisir. Tu nous as raconté ton cheminement à travers ces 3 naissances et cette belle expérience de suivi en maison de naissance qui, malgré le diabète gestationnel dont tu nous as parlé en début d'interview, t'a permis de vivre une naissance quand même très paisible, en confiance en tout cas, et entouré de ton conjoint et puis très rapidement de mes enfants, comme tu le souhaitais de tout ton cœur. Oui, c'est ça. Ton témoignage illustre parfaitement à quel point un accompagnement individualisé peut faire toute la différence. Tu nous l'as dit à de nombreuses reprises lors de cette interview, et même justement dans des circonstances particulières, notamment votre éloignement géographique de la famille, des amis, les différents stress que vous avez pu connaître. Tout a été mis en œuvre pour que ça se passe dans les meilleures conditions du monde. À toutes les personnes qui nous écoutent aussi, si cet épisode vous a touché, vous a plu ou éclairé, simplement intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un petit commentaire, un like, ça nous aide énormément. C'est comme ça aussi qu'on peut faire connaître les maisons de naissance et aussi les futurs projets de maisons de naissance pour soutenir toutes ces sages-femmes qui mettent en œuvre la possibilité d'accoucher dans ces lieux si précieux et ouvrir du coup plus de choix à toutes les femmes qui ont ce souhait. Merci pour ce moment, Angie. À bientôt. Merci, à bientôt.
Au revoir Angie. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.